Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la lutte contre l'État islamique. Le gouvernement des États-Unis a déclaré que les atrocités commises par Daesh en Irak et en Syrie tenaient du génocide. Le secrétaire d'État John Kerry a déclaré que Daesh avait commis un génocide contre les chrétiens, les chiites et les yézidis. Cette désignation pourrait ouvrir la voie à d'éventuels procès pour crimes de guerre. C'est après que les yézidis, une minorité irakienne, ont été visés par Daesh que les États-Unis ont commencé à intervenir contre le groupe terroriste. Beaucoup des yézidis capturés par Daesh évoquent l'horreur de leur détention. Les filles étaient violées et quand nous sommes arrivés à Mossoul, elles ont toutes été prises à leur famille et violées constamment. Puis elles ont été remises aux émirs qui étaient les responsables de Daesh. Ces crimes supposés et les actions commises contre d'autres groupes religieux ont conduit le gouvernement américain à réagir. Daesh est responsable du génocide de groupes dans les zones sous son contrôle. Cela inclut les yézidis, les chrétiens et les musulmans chiites. Daesh est responsable de génocide par autoproclamation, par idéologie et par action, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il croit. Accuser un groupe d'avoir perpétré un génocide est quelque chose de controversé. Dans ce cas précis, la position américaine est que depuis le début, ces actions à l'encontre de Daesh ont été motivées par la conviction que le groupe a commis un génocide contre les yézidis. Les États-Unis ont mené des milliers de frappes aériennes, pris des sanctions et tenté de rallier une coalition internationale pour le battre. Il est à noter que le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a déclaré en 2015 que les actions de Daesh contre les yézidis pourraient avoir constitué des actions génocidaires. Les déclarations de John Kerry et de l'ONU pourraient ouvrir la voie à de futurs procès de commandants de Daesh pour crimes de guerre. Et à mesure que l'État islamique renforce son emprise sur la Syrie et l'Irak, des meurtres de masse sont perpétrés chez les communautés yazidis, musulmanes chiites et chrétiennes. Depuis 2014, le groupe État islamique a tué des milliers de yazidis accusés d'être des adorateurs du diable. Par ailleurs, l'organisation musulmane sunnite persécute aussi les chiites, qu'il considère comme hérétiques et idolâtres envers le prophète Mohammed. L'État islamique accuse enfin les chrétiens de conspirer contre l'islam. Ceux-ci sont forcés à choisir entre la conversion, le paiement d'une protection ou l'exécution. Le groupe État islamique recrute parmi les plus jeunes couches de la population et laisse des familles bouleversées. Face aux techniques élaborées d'endoctrinement du groupe terroriste, elles assistent impuissantes à la transformation de leurs enfants qui s'en vont combattre en Irak ou en Syrie. Un homme politique jordanien qui a perdu son fils de cette façon s'est engagé dans une lutte sans merci contre le groupe terroriste. Mohamed Dalaïn avait pourtant un avenir prometteur. En troisième année de médecine, ce jeune homme dont le père était un député respecté au Parlement de Jordanie venait d'une famille influente du pays. Mais en juin dernier, Mohamed a abandonné ses études avant de rejoindre la Turquie et de couper tout contact avec sa famille. Le groupe État islamique attire les jeunes gens via les médias sociaux et les convainc qu'en se joignant à leur action, ils suivent le véritable chemin de l'islam et qu'ils iront au paradis. Ils leur font croire que la Syrie, l'Irak et la région pratiquent un islam dévoyé, qu'ils ne sont pas de vrais musulmans et que le groupe État islamique seul possède la vérité. En août dernier, Mohamed envoya un message final à son père via Facebook disant qu'il partait combattre et devenir un martyr. Un mois plus tard, son père reconnut son fils sur les médias du groupe terroriste. Il faisait partie de 3 kamikazes s'étant fait exploser lors d'une mission en Irak. Submergé par le deuil et convaincu que son fils avait été manipulé, il décida d'agir. Le groupe État islamique a annoncé que des milliers de Jordaniens avaient déjà rejoint ses rangs en Irak et en Syrie. Dalaïn s'est donné pour mission d'en ramener le plus possible. Utilisant les mêmes plateformes de médias sociaux que les terroristes, il s'adresse aux jeunes Jordaniens et à leurs familles. Il leur demande de ne pas rejoindre le groupe État islamique ou s'ils l'ont déjà fait, leur promet qu'il les aidera à en sortir. Je leur parle comme un père, je leur explique à quel point la mort de mon fils a meurtri notre famille. Je fais également appel à leur morale religieuse et leur explique que l'islam condamne le fait de trahir ou de blesser ses parents, que s'ils veulent être un bon musulman, ils ne peuvent trahir leur famille.
Sa stratégie a porté ses fruits et il a ainsi sauvé de nombreuses vies, y compris celle d'une femme. Malgré les menaces de mort du groupe État islamique, la volonté de Mazen Dalaïn est inébranlable. Il explique qu'il le doit à la mémoire de son fils. En Asie toujours, la République populaire démocratique de Corée a tiré un missile balistique de moyenne portée en direction des eaux situées au large de la côte est du pays. Ce lancement de missile intervient quelques jours après seulement que le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a ordonné d'autres tests de missiles et de têtes nucléaires. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a précisé que le missile avait été lancé depuis la province de Sokchon, au sud-ouest du pays, à 5h55 du matin, heure locale. Il a ensuite parcouru 800 km avant de s'écraser au large des côtes est de la RPDC. La distance de vol indiquerait qu'il s'agit là d'un missile balistique Lodong. La République populaire démocratique de Corée a donc lancé 2 missiles balistiques de moyenne portée. 2 jours plus tôt, le dirigeant du pays, Kim Jong-un, ordonnait des tests de têtes nucléaires et de nouveaux missiles balistiques. La Chine appelle la RPDC et la Corée du Sud au calme et à la retenue. En ce qui concerne le lancement des missiles de la RPDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a émis des résolutions claires. Nous appelons la RPDC à mettre en œuvre ces résolutions. Par ailleurs, nous espérons que les partis en présence feront preuve de calme et de retenue et éviteront des actes susceptibles de faire monter la tension dans la péninsule. Un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense dit qu'un missile a été lancé à partir du district de Sukchon, dans le sud-ouest du pays, à 5h55 du matin. Il a volé sur 800 km avant de retomber au large des côtes de la RPDC. Les chefs d'état-major de la Corée du Sud font savoir que le missile a touché la mer dans la zone d'identification de la défense aérienne japonaise. 22 minutes plus tard, les radars militaires sud-coréens ont détecté un nouveau lancement dans la même zone. Le missile a ensuite été perdu à une altitude de 17 km. Les responsables disent que ce second missile pourrait avoir explosé en vol sans atteindre son objectif. Compte tenu de la distance de vol, la Corée du Sud pense qu'il s'agit d'un missile balistique de type Rodong, qui a une portée d'environ 1300 km. La Corée du Sud a condamné la RPDC pour son tir de missiles balistiques. Son armée fait savoir que ce lancement constitue une menace importante pour le monde. Notre armée se tient prête à répondre immédiatement à toutes les provocations de RPDC qui menacent la sécurité nationale de la Corée du Sud. La RPDC doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie de son peuple. Ces provocations ne sont bonnes ni pour eux-mêmes, ni pour le développement de nos relations. La hausse des cours du pétrole s'est propagée en Asie vendredi, alors que la veille, le principal contrat américain avait dépassé pour la première fois de l'année les $40 le baril. La Réserve fédérale américaine a annoncé cette semaine qu'elle n'augmentait pas ses taux d'intérêt. L'environnement est donc plus propice pour les producteurs de pétrole. Par ailleurs, on spécule de plus en plus sur un accord des principaux producteurs de pétrole pour réduire la production. Les investisseurs se sont donc ces dernières semaines intéressés à l'or noir. Des représentants des pays producteurs de pétrole en Afrique se sont réunis à Abuja, la capitale nigériane, où se tient actuellement la 33e session de la conférence de l'Association des producteurs de pétrole africains. Les délégués au sommet veulent plus de diversification pour faire face à la chute des cours qui continue de nuire à leur économie. Les pays producteurs de pétrole de toute l'Afrique se sont réunis ici, dans la capitale du Nigeria. Il s'agit de leur 33e session ordinaire, mais également de leur première session depuis le début de la chute des cours du pétrole. Cette rencontre est cruciale pour un pays tel que le Nigeria, qui tire près de 90% de ses revenus issus de l'exportation et 70% de ses revenus de l'exploitation du pétrole. La plupart d'entre eux sont confrontés à une baisse de près de 50% de leurs revenus suite à la chute des prix du brut. La situation actuelle résulte d'une surproduction de pétrole mondial. C'est très difficile à changer parce qu'aucun autre organisme que l'OPEP ne dispose d'un contrôle global sur la production. Cet excédent a également été aggravé par l'ajout de la production iranienne. Trouver une issue favorable aux pays producteurs de pétrole et aux entreprises africaines n'est pas une chose aisée.
Il faut diversifier, et ce à tous les niveaux. La diversification est nécessaire du point de vue des entreprises et du point de vue des gouvernements. Si les pays sont capables de diversifier leur production pétrolière, il ferait mieux d'agir rapidement car il est fort probable que la baisse actuelle des prix dure. L'organisation, fondée en 1986 à l'initiative du Nigeria, a été établie afin de rendre les revenus des nations africaines productrices de pétrole moins dépendants de la technologie et des marchés occidentaux. Il semblerait que de gros efforts soient aussi à faire dans ce sens. Certains des pays producteurs de pétrole tels que Nigeria ont tenté de faire passer des coupes dans la production afin de stabiliser les prix, mais leur influence est très limitée. Trouver un terrain d'entente semble compromis dans la mesure où de gros producteurs tels que l'Arabie saoudite refusent de diminuer sa production. La plupart des producteurs de pétrole africains n'ont d'autre choix que de trouver d'autres industries pour survivre. En Afrique toujours, les efforts du Zimbabwe pour rétablir des relations avec les institutions financières internationales rapportent des dividendes. Le pays africain doit recevoir un prêt du FMI, son premier de l'institution depuis 17 ans. Mais le pays, connu notamment pour son taux d'inflation vertigineux, doit d'abord régler ses comptes. La semaine dernière, le FMI était de passage dans le pays pour boucler un processus de 15 mois qui a permis des réformes majeures, dont la compensation d'anciens fermiers commerciaux blancs expulsés pendant la période de redistribution des terres et la réduction de la masse salariale de la fonction publique de plus de 30 % d'ici 2019. Ces réformes et la promesse de payer des arriérés de 1,8 milliard de dollars d'ici juin ont suffisamment impressionné le FMI pour que l'institution délie les cordons de la bourse. Le montant exact sera décidé plus tard, mais le gouverneur de la Banque centrale, John Mangoudia, a dit que le fonds avait consenti à doubler la somme disponible pour le pays à 984 millions de dollars. Une goutte d'eau dans l'océan si on considère l'ampleur des problèmes du Zimbabwe. Mais c'est quand même un vote de confiance qui pourrait aider à changer l'image négative du pays. Il faut apprécier la position du FMI. Ils sont satisfaits des progrès du pays et cela envoie un message positif à la communauté internationale. Donc plusieurs multinationales seront intéressées à venir soutenir l'économie du Zimbabwe. Le profil défavorable d'un pays plombe inévitablement les investissements étrangers et rend plus difficile le financement du secteur privé. La nouvelle a été saluée par tout le monde ici, mais la façon dont s'y prendra le Zimbabwe pour payer ses dettes n'est pas encore tout à fait claire. Le Zimbabwe va emprunter 896 millions à un pays africain dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le pays va aussi recevoir 601 millions de la banque Afriksim. Nous sommes en train de creuser un trou pour en remplir un autre. Vous empruntez pour payer des dettes. Le gouvernement a été pressé de reviser sa stratégie fiscale portant sur les dépenses d'investissement. Emprunter de l'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la raison pour laquelle vous faites ces emprunts. Si vous empruntez pour consommer et que cela n'amène aucun développement, vous aurez encore des problèmes puisque vous n'avez pas créé les conditions favorables pour rembourser. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La dette globale du Zimbabwe s'élève à 8 milliards 300 millions de dollars et ralentit considérablement la reprise économique. La perspective d'une aide internationale donne au pays une meilleure chance de surmonter ces défis. C'est en Asie que nous poursuivons ce journal. Les pays riverains du Mékong n'ont pas connu une telle sécheresse depuis des décennies. Cela affecte des dizaines de millions de personnes. La Chine a décidé de relâcher de l'eau pour aider à soulager la crise. Au Vietnam, le niveau de l'eau du Mékong a baissé à un plus bas de 90 ans. Les autorités agricoles du pays ont déclaré que 50% des terres arables avaient souffert de la sécheresse et de salinisation. Des millions de personnes manquent d'eau pour leurs besoins quotidiens. 39 gouvernements provinciaux ont demandé du soutien au gouvernement central, tandis que 10 provinces ont annoncé un état d'urgence. En Thaïlande, près de 60% des terres souffrent de la période sèche.
Les riziculteurs pourraient perdre des centaines de milliards de bahts thaïlandais. C'est la deuxième année consécutive qu'ils connaissent une telle situation. Chaleur et sécheresse, c'est aussi le climat que connaît la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine. Malgré ses propres difficultés face à la sécheresse, la Chine a décidé d'offrir son aide. Du 15 mars au 10 avril, la Chine va libérer de l'eau de la station hydroélectrique de Jingrong vers les régions en aval pour une utilisation d'urgence. Cela bénéficiera au Cambodge, au Laos, au Myanmar, à la Thaïlande et au Vietnam. Nous espérons que cela aidera à y soulager la crise provoquée par la sécheresse. Le CRA a ajouté que le gouvernement ferait de son maximum pour venir en aide. L'Afrique du Sud a réfuté les allégations de la FIFA selon lesquelles le pays aurait payé 10 millions de dollars de pots de vin pour s'assurer de la victoire de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2010. Nous maintenons notre position qui est que lorsque nous avons distribué l'argent à la diaspora et effectué un versement de 10 millions de dollars, ce n'était pas pour de la corruption. Cela a été fait au grand jour et non pas de manière cachée et c'est le premier point que nous tentons à clarifier. Le ministre sud-africain des Sports a expliqué que l'argent avait été à l'origine déboursé de manière légale pour le développement d'un programme pour la diaspora africaine dans les Caraïbes, mais que cet argent avait ensuite été utilisé de manière frauduleuse par d'autres personnes. Il a ajouté que la FIFA devrait retirer sa déclaration faite mercredi, alors que l'instance internationale cherche à récupérer des millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants en les poursuivant en justice aux États-Unis. Culture à présent. L'Égypte a annoncé que les recherches menées dans le tombeau du pharaon Toutankhamon avaient révélé la présence possible de matières organiques derrière 2 murs de la chambre mortuaire. Cette découverte relance les spéculations sur le destin de la reine Néfertiti. Selon le ministre égyptien des Antiquités, les images scanners montrent que la tombe de Toutankhamon a 90% de chances d'avoir 2 chambres cachées. Elle suggère également que les 2 chambres contiennent soit des matières organiques, soit du métal. Ces chambres pourraient permettre de dévoiler certains des secrets les mieux gardés de l'Égypte ancienne. Sur le mur nord de la chambre mortuaire, exactement au milieu, vous pouvez voir que vous avez différents résultats des 2 côtés du mur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le mur ici est différent de celui-là et que derrière ce mur est différent de celui-là. Et si on compare avec le premier scanner du côté est de la chambre, on peut dire qu'ici, nous avons du concret et qu'ici, un espace vide. Et d'ajouter que de nouveaux examens plus poussés seront menés à la fin du mois avec une équipe de recherche internationale pour confirmer si les espaces vides sont bien des chambres. C'est seulement alors que l'on pourra discuter de la possibilité d'envoyer une équipe dans les chambres et de quelle manière. Après l'analyse de cette photo au Japon, ils nous disent qu'il y a différentes choses derrière le mur. L'homme au radar, Watanabe, dit que nous avons différents matériaux, que cela peut être du métal ou de la matière organique. Cette découverte pourrait être le miracle qu'attend le secteur touristique égyptien, qui a souffert de multiples déconvenues depuis le soulèvement qui a conduit à la chute d'Hosni Moubarak en 2011, mais qui reste une source vitale de devises étrangères. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves, qui dirige les recherches, estime que le mausolée de Toutankhamon était au départ occupé par Néfertiti, qui reposerait derrière ce mur. La découverte de la légendaire reine permettrait d'apporter un nouvel éclairage sur une période mystérieuse de l'histoire de l'Égypte. Patrimoine toujours. La province chinoise du Henan abrite les célèbres grottes de Longmen, un site classé au patrimoine culturel mondial. Aujourd'hui, pour la première fois en plus de 60 ans, les visiteurs peuvent approcher les statues dans l'une des grottes, le temple de Kanjing. Les grottes de Longmen sont une représentation incroyable de la culture bouddhiste et de l'art dans la Chine antique. Mais pendant 63 ans, les mesures de protection ne permettaient de voir les grottes que depuis l'extérieur. Les experts disent que le temple Kanjing, nouvellement ouvert, a été construit soit par des familles royales, soit par des moines avec des origines royales. Les 29 sculptures Arhat sont les plus complètes et les mieux préservées de Chine. Elles ont au moins 1000 ans. Je ne peux imaginer que les sculptures ont été taillées de manière si belle quand je les ai vues de près. J'espère que d'autres grottes seront ouvertes au public
bien sûr avec des mesures de protection. La grotte a été équipée d'un verre protecteur, de caméras infrarouges et d'autres appareils pour contrôler l'eau, la température et l'humidité. Le nombre de visiteurs sera limité. L'objectif est de permettre au public de voir de près les objets anciens sans les endommager, et ce n'est pas tout. Nous avons fait un scan en 3 dimensions de toutes les statues dans plus de 2000 grottes. Donc nous pouvons produire un affichage numérique des images restaurées en 3D. Nous projetons d'afficher les images numériques pour que les visiteurs aient une meilleure expérience et compréhension des grottes de Longmen. Les chercheurs disent qu'avec l'ouverture de Kanjing, ils veulent que le public comprenne mieux la valeur des grottes et le besoin de protéger l'histoire culturelle. Animaux pour terminer. Un zoo péruvien montre ses nouveaux pensionnaires. Il s'agit de 2 tigres blancs du Bengale, l'une des espèces les plus menacées d'extinction dans le monde. Les responsables du zoo ont présenté les 2 bébés tigres à la presse. Un examen médical a été effectué devant les caméras. Les petits pèsent 8 kilos chacun et sont en bonne santé. La mère provient d'un zoo argentin et le père du Chili. Les tigrons sont nés il y a environ 2 mois. Tous les membres de la famille tigre se trouvent actuellement dans un zoo de la capitale péruvienne, Lima. Les responsables de l'établissement disent que ces petits tigres sont d'une grande importance pour les protecteurs des animaux rares. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.